Sonia della Sorcuperia. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est une très grande joie pour vous accueillir ici à Tupperware. Et surtout, ce matin, on a déjà commencé par les mantras, méditation, et aussi une séance avec Stéphane, qui vient directement de Prague, et en même temps de l'océan Atlantique, parce qu'il vit beaucoup de temps sur son bateau entre la Méditerranée et l'Atlantique, qui est un ancien ami de Dr. Rajput de Prague, qui est un grand expert en Ayurveda, qui n'est plus là de ce monde maintenant, mais quelques-uns de ses comment dirais-je, élèves, disciples, amis, qui continuent son travail. Mais c'est trop bas. Bien. Ce matin, vous avez Dr. Bruno Suarez, une personnalité exceptionnellement intéressante. C'est un chercheur neurosciences, un médecin qui fait des scans, qui fait aussi des IRM, mais qui est un grand adepte lui-même de yoga et de l'Ayurveda, un conférencier et un chercheur qui va dans 4 coins du monde, et très souvent, il nous sort des choses extraordinaires. Dans le... derrière, c'est le... Ah oui. Non, mais moi, j'ai Alors, comme je vous disais, Dr. Bruno Suarez, c'est fondamentalement un chercheur. La phrase que j'avais utilisée récemment dans une très grande conférence à Calcutta, mais ça, c'est très valable pour Bruno aussi, parce qu'il y avait beaucoup de speakers, des intervenants venant du monde tout entier, mais j'ai dit qu'aujourd'hui je suis un speaker, mais fondamentalement dans mon cœur, je suis un seeker, un chercheur des vérités profondes. Et c'est très valable, selon moi, pour Bruno aussi. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu. Et tant d'années d'amitié, et aussi des voyages en Inde, ces interventions dans cette salle, aussi qu'en Normandie, c'est un grand enthousiasme pour faire avancer. Et comme j'avais envie de vous dire, des fois, il nous sort des recherches très modernes de la science moderne. Il dit énoncé, et puis derrière, il met énoncé de 2000 ou 3000 ans de l'Ayurveda ou de yoga. Et c'est très intéressant que comment les anciens de l'Inde avaient déjà pensé à tout cela que nous découvrons aujourd'hui. Merci.
J'ai fait un peu de publicité pour l'Inde. Merci Kiran pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc on va parler de la respiration du cerveau et du corps. Donc je vous présenterai des choses assez rébarbatives qui sont des travaux scientifiques qui font exactement ce que Kiran dit, c'est-à-dire justifier les pratiques que vous faites, que vous apprenez, vous avez appris ici. Et pour faire la justification scientifique à l'heure actuelle, il faut quand même développer des technologies assez importantes, en sachant que ça fait longtemps qu'on sait que c'est efficace, ça marche, et qu'il y a vraiment des indications des exercices respiratoires du yoga pour de nombreuses situations en médecine. Donc on en verra quelques-unes. J'ai eu la chance de commencer le yoga, j'avais 16 ans, avec ce professeur-là, Michel, donc, qui est disparu il y a quelques mois. C'est le deuxième à gauche. Michel, c'était comme Kiran, c'est un esprit libre, c'est-à-dire qu'il va chercher les informations là où il faut, et on n'a pas sans dogmatisme et avec une ouverture d'esprit qui est toujours très, très agréable. Donc j'ai appris le yoga avec lui, puis à partir de là j'ai commencé à travailler tout seul au bout de quelques années. Bien entendu suivre son enseignement, puis ensuite voilà. on a commencé à collaborer ensemble. Alors Michel, lui, il est surtout connu en Italie, en République tchèque, où il a développé des écoles, un peu comme toi aussi, en Suisse et dans tout un tas de pays du monde. Voici le programme que je vous propose. C'est la leçon d'apnée du phoque gris. Donc on va commencer par les animaux pour mieux comprendre les humains, parce qu'on pense souvent qu'on a un corps absolument merveilleux, fantastique, fabuleux, et puis finalement, quand on se compare à d'autres espèces, c'est pas toujours très brillant. Voilà, et pour l'anatomie, c'est pareil. Il commence à y avoir des livres qui osent parler des défauts du corps humain. C'est-à-dire qu'il y a des zones du corps humain qui sont mal fichues. Et évidemment, ces zones du corps humain qui sont mal fichues, c'est quand même pas mal de faire du yoga parce que ça permet de compenser ces choses qui ont été mal construites par l'évolution, dans l'évolution humaine. On parlera des liens entre le cœur et les poumons, les connexions entre les poumons et le cerveau. On parlera de la cohérence cardiaque, qui est un dérivé pur du pranayama que vous connaissez, que vous avez découvert. On parlera de la personnalité respiratoire. Ça, en médecine, c'est totalement nouveau de dire que les gens ont une personnalité respiratoire. On verra à quoi ça correspond. Alors, ceux qui font du yoga ou qui enseignent le pranayama, ils savent très bien repérer la façon dont les gens respirent, parce que c'est une observation très fine, de regarder comment quelqu'un respire quand vous êtes en face de lui. Alors, vous pouvez vous en rendre compte dans la façon de parler, la façon de rire, par exemple, parce que les émotions utilisent le souffle, en fait. On se sert du souffle. On parlera du sentiment d'être soi. On va voir que le fait d'être conscient de sa respiration, de ses battements cardiaques, ça nous permet de savoir qu'on existe, qu'on n'est pas juste un tas de cellules. Et puis je vous proposerai quelques petits exercices pour terminer de façon agréable l'exposé. Des exercices très simples que je propose aux étudiants en médecine, parce que maintenant les facs de médecine commencent à s'intéresser un petit peu au yoga et à ces disciplines-là. Depuis une dizaine d'années, on propose des exercices de yoga et de respiration aux étudiants en médecine qui souhaitent. Ils s'inscrivent uniquement sur la base du volontariat, et puis on leur apprend des exercices comme ça pour gérer le stress en cas de situation délicate pendant leurs études. Alors les inspirateurs de mon inspiration, donc, oui, inspiration ça veut dire plusieurs choses en français. Donc ça c'était le professeur de mon professeur, Gérard Blitz. C'est un peu comme Kiran, c'est des gens qui ont vraiment introduit l'hypnose en Europe. Avant on ne faisait pas d'hypnose en Europe, ça n'existait pas. Et grâce à ces personnes-là, c'est un peu rentré
dans la culture européenne et notamment française, avec des maîtres qui sont Patanjali, Desimaru, lui c'est le zen, le souffle. Krishnamacharya, c'est le yoga, la posture. Et puis Krishnamurti, donc la philosophie indienne, la présence. Voilà. Eux, c'était un peu leur socle pour travailler. Je trouve que c'est des inspirateurs quand même assez intéressants. Alors, dans les facs de médecine, la respiration, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, en 2017, j'avais été invité à un colloque sur la respiration, qui était sur l'initiative du doyen de la faculté de médecine, qui est un chirurgien, un professeur de chirurgie, avec une grande ouverture d'esprit. Il avait fait venir différentes personnes, des personnalités, des professeurs de yoga, chanteurs lyriques, apnéistes, champions d'apnée, qui ont amené chacun une brique de la connaissance sur la respiration. Mais bon, c'est pas ce qui passionne les facultés de médecine, mais ça va venir. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Rémy, alors elle prend en charge les insuffisants respiratoires chroniques. Et vous voyez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui a une maladie pulmonaire chronique avec des poumons qui sont détruits, pour différentes raisons, souvent c'est à cause du tabagisme, et bien là on vient chercher les professeurs de yoga. Parce que les gens sont dans un inconfort terrible, ne pas arriver à respirer et mourir d'insuffisance respiratoire, c'est un des trucs les plus terribles qui existent. Et là, on amène avec ces techniques-là vraiment du confort aux patients. Donc ça aide beaucoup plus son exposé sur et travaille au CHU de Nancy sur son travail avec les gens qui ont des grandes difficultés à respirer. Il y avait également Guillaume Néry, qui est champion du monde d'apnée, grand expert de la respiration et du yoga depuis Jacques Mayol et cette époque-là. C'est vraiment des gens qui ont vraiment fait découvrir, je pense, aux Français que la respiration, ça pouvait s'apprendre et on pouvait faire des choses extraordinaires avec. Donc c'est un personnage intéressant, donc il utilise tout un tas d'exercices de bandha qui sont vraiment tout à fait intéressants. Évidemment Kiran, parce que bon, on a quand même beaucoup collaboré et j'ai appris beaucoup de choses ici, à votre place. Donc voilà, c'est important de continuer et puis d'aller chercher les informations importantes là où elles se trouvent. Alors, j'aime bien cette diapo, c'est à la fac de médecine de Bicêtre, c'est Kiran qui fait le cours de médecine ayurvédique, et donc on fait la cuisine avec les légumes, les épices, et les étudiants cuisinent dans les salles. On est obligé de faire attention parce que les capteurs d'incendie, les alarmes peuvent se mettre à hurler à tout moment, donc il faut être assez prudent. Mais donc voilà, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit dans les facs de médecine, mais c'est balbutiant, c'est vraiment débutant. Avec l'apprentissage des massages. Alors, le foie gris, il y a une leçon intéressante à nous apprendre. Parce que nous, quand on fait de la plongée ou de l'apnée, on peut manquer d'air, perdre connaissance, se noyer évidemment. Il y a des phénomènes de narcose, des accidents de décompression, des embolies gazeuses avec l'azote qui se transforme en gaz au niveau des vaisseaux avec des conséquences parfois dramatiques. Donc l'humain n'est pas très bon, très bon pour aller sous l'eau. Notre besoin de respirer, alors ça c'est un peu de physiologie humaine, c'est le taux de dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Le niveau de gaz carbonique dans le sang détermine notre envie de respirer. Et c'est ça le cycle respiratoire, ça passe par ce dioxyde de carbone qui est un déchet en fait, c'est le déchet de la respiration des cellules. Voilà, alors les records humains c'est 11 minutes et 35 secondes en apnée statique, donc mettre la tête sous l'eau pendant 11 minutes 35 secondes, c'est une grande performance humaine, mais il y a d'autres animaux qui font beaucoup mieux que nous. L'éléphant de mer, 2 heures d'apnée, la baleine épervier 3h30 d'apnée, et elle descend jusqu'à 2,3 km de profondeur. Donc oui, c'est des mammifères, donc c'est un peu la même espèce que nous, mais c'est quand même des adaptations assez extraordinaires au monde marin. 2300 mètres, je crois que les pressions sont énormes à ce niveau-là. Il faut vraiment des corps qui soient capables de supporter
distances-là. Nous, c'est 214 mètres, hein, le record du monde de profondeur en apnée. Le choc gris, lui, c'est 5 à 10 minutes, hein, il vient respirer quand même assez régulièrement. Et son secret, c'est ça, en fait, le temps de plongée est directement adapté aux réserves d'oxygène. C'est-à-dire que ce n'est pas les gaz carboniques, c'est le niveau de l'oxygène. Et le piège chez les plongeurs humains, en fait, c'est que vous pouvez avoir un taux de gaz carbonique qui est un taux de gaz carbonique qui est normal, alors que le taux d'oxygène est bas. Voilà. Et donc on a un mauvais système d'alerte finalement par rapport aux mammifères marins qui eux utilisent vraiment le taux d'oxygène. Donc ils savent exactement quand ils peuvent descendre et quand ils sont au fond, ils savent exactement quand est-ce que c'est le moment de remonter. Ça vient d'être découvert, donc j'ai écrit la diapo ce matin avant de venir, parce que c'est la revue Science 2025, et ça remet en cause tout ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Hein. Il y a eu beaucoup de littérature sur comment on gère l'oxygène et les gaz carboniques quand on est en Terre. Le phoque gris. Alors la respiration, c'est une grande place dans notre culture et dans notre vocabulaire. Hein. Donc on y trouve une inspiration. C'est la grâce, l'illumination créatrice, une musique d'inspiration médiévale, inspirer confiance. Votre contrat arrive à expiration. Donc, ouais, on en a partout dans le vocabulaire. Hein. Il ne manque pas d'air. Pousser son dernier soupir, son dernier souffle. Défendre ses convictions jusqu'à son dernier souffle. Trouver un second souffle, à bout de souffle. Courir à perdre haleine. Le souffle divin, créateur. Oui, c'est vraiment un peu dans beaucoup de domaines souffler les bougies. Souffler n'est pas jouer, souffler le chaud et froid. C'est à couper le souffle, insuffler un nouvel élan. Donc, vous voyez, si vous prenez le vocabulaire qu'on utilise, quand même plein de métaphores intéressantes à partir du souffle. Donnez-moi le temps de souffler, tu me pompes l'air. Laisse-moi respirer, tu m'étouffes. Je ne peux pas le sentir. C'est aussi un peu en rapport avec le souffle. Donc la question est la suivante, pourquoi prendre le contrôle de sa respiration et pourquoi ralentir? C'est un peu ça la base. Hein. La base un peu du yoga, du pranayama, c'est j'essaye de mettre mon souffle sur les mouvements que je fais, inspiration, expiration, et puis deux, je fais un travail spécifique sur le souffle et j'essaie de ralentir et de faire un dosage très subtil entre ce que je fais en inspiration, en expiration. Qu'est-ce que je fais une fois que les poumons sont pleins et une fois que les poumons sont vides. Ce qui fait 4 temps sur lesquels vous pouvez jouer pour... voilà. Donc ça, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde, à part l'Inde, qui a été aussi loin dans la compréhension, déjà qu'il y avait 4 temps respiratoires et puis qu'on pouvait faire des choses incroyables en travaillant sur le dosage de ces 4 temps respiratoires. Alors ça sert à canaliser l'attention, l'éducation attentionnelle, ça c'est très important, vraiment c'est la clé du yoga et du pranayama, c'est ça, c'est vraiment apprendre à canaliser sa concentration, ne pas se disperser, éviter la dispersion mentale, et puis obtenir une cohérence cœur, poumon, cerveau. Ça c'est ce que je vais vous montrer, mais qui est connu déjà depuis longtemps. On sait très bien en pranayama que quand on fait un tel temps respiratoire et tel temps expiratoire, on va obtenir tel résultat. C'est bon? C'est trop rapide ou le rythme va? Ça, c'est des définitions de neurosciences. Hein. Quand j'ai fait mes études, ça n'existait pas, ces mots-là. Interoception, c'est donc la perception interne de notre corps. Proprioception, c'est ce qui nous renseigne sur l'équilibre, la position et les déplacements du corps. Et la viscéroception, c'est ce qui nous fait ressentir l'activité de nos organes. Sentir son cœur qui bat, la respiration, les bruits digestifs. On peut capter tout ça. Et là aussi, on est vraiment dans l'éducation attentionnelle pure, c'est-à-dire que si vous entraînez, vous faites l'exercice de yoga, l'exercice de pranayama, vous allez développer ces propriétés-là. Voilà, l'équilibre,
Enfin, il y a des exercices de yoga qui sont extraordinaires pour les gens qui ont des vertiges, comme moi, parce que vous stabilisez, vous arrivez à retrouver un équilibre alors que votre oreille interne marche comme ça. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire des exercices. Donc le pranayama, il est là, c'est un des 8 membres du yoga, une des 8 séances du yoga. Avec des éléments intéressants. Les asanas, vous les connaissez. Vous voyez, dharana, l'attention, et puis pratyahara, excusez-moi pour la prononciation, le retrait des sens, ça c'est quelque chose d'assez épatant, qui commence à être compris aussi en neurosciences. C'est-à-dire que c'est fait depuis très longtemps, depuis des millénaires par les grands experts du yoga, mais on commence à comprendre que ça a un intérêt et qu'on peut mesurer ça en neurosciences. C'est-à-dire, c'est comme en zen, j'ouvre les yeux, je fais la méditation, mais les informations ne rentrent pas dans mon cerveau. Ce qui peut se passer autour de moi ne va pas m'influencer. Alors, je vous ai mis quelques données physiologiques. Donc, vous voyez, deux poumons, c'est 500 millions d'alvéoles. Et la surface d'échange, c'est 100 mètres carrés. Donc, c'est la moitié d'un court de tennis. Donc, si on prend vos alvéoles, on remplit la pièce sans problème. Donc, c'est pas mal quand même. Ça fait beaucoup de surface d'échange. 20 000 cycles respiratoires par jour, 10 à 15 inspirations par minute au repos, 15 000 litres d'air par jour, 10 litres par minute au repos, 140 litres par minute en effort. Et c'est la seule fonction vitale qui est à la fois automatique et accessible. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous essayez de contrôler votre tube digestif, ça ne marche pas bien, quoi. Par contre, si vous essayez de contrôler vos poumons, ça marche pas mal du tout. Vous essayez de contrôler votre rythme cardiaque. En passant par le poumon, vous pouvez réussir à faire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Ça, c'est pour nous, les soignants, ceux qui soignent les patients. La perception d'une respiration anormale déclenche un torrent d'émotions négatives. Ça s'appelle la dyspnée. C'est les gens qui respirent très vite parce qu'ils manquent d'air. Et quand on a une personne comme ça en face de nous, on se sent très mal à l'aise. Donc là, on en parlera aussi, c'est un peu aussi un nouveau domaine des neurosciences modernes, c'est les interactions entre deux humains. Quand on est face à quelqu'un qui est en train de s'asphyxier, c'est très, très, très pénible. C'est pénible pour lui, mais c'est aussi pénible pour celui qui regarde. Ça c'est important aussi, les poumons n'ont pas d'autonomie motrice et des sacs élastiques. Donc en fait, vous avez besoin des muscles inspiratoires et des muscles expiratoires pour respirer, diaphragme, muscles intercostaux. Et ça, c'est un domaine que j'ai appris dans le yoga, mais pas à la fac de médecine. J'ai appris beaucoup de choses sur la respiration dans le domaine yoga que je ne connaissais pas et qui n'étaient pas enseignées en pneumologie. Alors, est-ce que vous connaissez la légende de la nymphe Ondine? Ça, c'est les légendes d'Europe. C'est les légendes d'Europe du Nord, hein, c'est pas l'Inde. Vous connaissez cette légende? Alors, je vous la donne parce que vous allez voir, c'est une répercussion intéressante. La nymphe Ondine condamna son amant à devoir penser consciemment à respirer pour le punir de son infidélité. Impossible de dormir sous peine de suffoquer. Vous êtes d'accord? Donc la question, l'histoire ne dit pas si c'est d'épuisement que le galant déloyal mourut ou d'une interminable apnée après s'être assoupi. Les contes sont souvent assez cruels, celui-là est particulièrement cruel. Être condamné à être conscient et à contrôler sa respiration tout le temps, sous peine de s'asphyxier. Alors je vous dis ça parce qu'il y a une maladie qui s'appelle syndrome d'Ondine. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Non. C'est une maladie assez rare, vous voyez, 1 sur maladie génétique rare, 1 sur 250 000 bébés. Et en fait, c'est les bébés qui font des apnées nocturnes mortelles. Et donc, dès le premier sommeil, ils naissent et dès le premier sommeil, ils font une asphyxie à la naissance.
Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait la respiration ça ne va pas de soi, il faut vraiment des échanges complexes et à double sens entre le corps et le cerveau pour que ça fonctionne correctement. Et ces bébés-là ont une mutation génétique et ils ont un défaut de perception des informations importantes sur la respiration. Donc le cerveau reçoit en permanence des informations de nos organes internes et les filtre sans générer un brouhaha. On appelle ça le silence des organes. Parce que si vous étiez si vous étiez conscient de tout ce qui monte de votre corps, ce serait terrible. Hein. Vous auriez des informations sur le cœur, sur la respiration, sur l'intestin, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça serait quand même assez compliqué. Donc le cerveau se débrouille pour filtrer et donner uniquement les informations importantes. Que vous soyez au courant uniquement des informations importantes. Le silence des organes, c'est pas mal ça. Hein. Mais bon, quelquefois les organes sont silencieux, mais il ne faut pas que ce soit trop silencieux non plus. Donc ça c'est un nombre d'Andine. C'est une maladie qui permet de comprendre comment ça marche la respiration. Donc vous avez un système de contrôle automatique de la respiration qui est au niveau du tronc cérébral, par ici. Et c'est quelques centaines de neurones, hein. Oui, c'est pas beaucoup de neurones pour contrôler la respiration. Vous avez un système de commande corticale, donc ça s'appelle à la surface du cerveau. Vous prenez le contrôle de votre souffle et c'est le cerveau qui impose sa loi au tronc cérébral. Je parle, je chante. Et là, vous déconnectez le système automatique. Comme vous faites aussi, quand vous faites les exercices respiratoires, vous déconnectez ce système automatique, c'est vous qui prenez le contrôle. Et quand vous parlez, c'est aussi une déconnexion du système automatique. Et dans le système limbique, donc un peu au centre du cerveau, si vous voulez, il y a un réseau cérébral impliqué dans les émotions, et quand vous riez, vous avez peur, vous avez un orgasme, là aussi, ces zones-là vont intervenir sur la respiration. Voilà, donc vous avez 3 niveaux de commande en fait. 3 niveaux de commande. Et vous pouvez jouer avec ça. Donc ça c'est la zone du tronc cérébral hein, qui est responsable de la respiration. Et c'est vraiment, on appelle ça le pacemaker respiratoire, c'est ce qui donne la cadence. Voilà. Et votre signature respiratoire, votre personnalité respiratoire, c'est de naissance. Vous allez naître avec une certaine façon de respirer parce que vous êtes né dans certaines circonstances et ça vous allez le garder toute votre vie. On verra plus tard, on ne change pas sa personnalité respiratoire comme on veut. Hein. C'est assez fixe. Alors ça c'est une question importante, est-ce que vous avez une respiration de tétard? Vous voyez ce que c'est un tétard? Alors, est-ce que vous respirez comme des tétards? Comme des grenouilles? Non plus. Vous allez voir, c'est une découverte assez intéressante. Donc la tétée et le hoquet seraient des souvenirs de l'époque où les humains étaient des poissons. Donc les tétards respirent dans l'eau à l'aide de branchies, ils grandissent, les pattes apparaissent, les poumons se développent à côté des branchies. Donc ils ont le double système. Et puis les branchies disparaissent, et puis le batracien ne sait plus que respirer dans l'air, il ne sait plus respirer à l'intérieur de l'eau. Et par contre, le plancher de la bouche continue à osciller au même rythme que les branchies de son enfance. Ouais. Et le centre cérébral des branchies persiste. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien pour les grenouilles, hein. Sauf que le problème c'est que nous on a gardé ça aussi. Donc la tétée et le hoquet, ce serait des résidus de cette époque-là. La tétée du nourrisson, regardez bien comment... regardez une grenouille, regardez une vidéo d'une grenouille qui respire, et puis vous allez voir comment fait sa gorge. Regardez comment un bébé tète, et vous allez voir que c'est très proche. Donc aspirez régulièrement du liquide, hein, quand vous êtes dans l'eau, vous aspirez régulièrement du liquide. Le hoquet, c'est pareil, hein, donc le centre de contrôle des branchies sera l'origine du hoquet, très fréquent chez le fœtus. Hein, moi qui fais de l'échographie de grossesse de fœtus avec les femmes enceintes, alors, une fois sur deux, le bébé il a le hoquet, et on explique aux parents que c'est physiologique, hein, que c'est naturel. Voilà, donc le hoquet, ce serait vraiment ce réveil inopportun d'un système de pilotage qui date de l'époque où on était des poissons dans l'eau. Voilà, tétée comme une grenouille.
Regardez les bébés, regardez des vidéos vous allez voir, c'est 1 par seconde. Une contraction par seconde. C'est très très fixe. Il y a eu des chercheurs qui sont intéressés à comment on pouvait utiliser la respiration pour contrôler un certain nombre de paramètres cardiaques et respiratoires. Ça, c'est dans les années 70, Herbert Benson qui fait un travail très intéressant. Il a fait la promotion des techniques respiratoires et du yoga. Alors les mentalités changent, hein. Je vous montre une diapo. Là, maintenant, il y a des recommandations de l'Académie de médecine pour faire la promotion du yoga et du pranayama, c'est-à-dire les méthodes respiratoires lentes dans plein de situations médicales. Voilà, donc ça, c'est quand même moi qui ai commencé les études il y a un certain temps, c'est une avancée majeure quand même dans les changements de mentalité en France. Hein. Et Herbert Benson, la réponse relaxation. Là, je vous ai mis quelques éléments cliniques. Hein, donc, le contrôle de la respiration aide à gérer l'anxiété aiguë ou chronique. C'est une étude indienne. Hein. 18 minutes d'exercice du souffle, issu du yoga. Il y a une étude française qui obtenait la même chose au bout de 5 minutes d'exercice respiratoire du yoga. Pour les troubles du sommeil, un meilleur endormissement et moins de réveil nocturne. Une autre étude avec 69 patients avec anxiété généralisée ou dépression. Et au bout de 10 séances de 2 heures d'exercice du souffle et d'étirement répartis sur 2 semaines, vous aviez des améliorations. Alors ça, c'est très important pour nous. Ça a persisté 6 mois plus tard avec une séance hebdomadaire et une routine à domicile. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez semé les graines, vous avez commencé le processus et que vous dites aux personnes, maintenant vous allez faire vos exercices vous-même. Et vous allez venir une fois par semaine pour faire le cours ici et puis vous entraîner chez vous, vous obtenez quand même des guérisons très intéressantes avec ou sans antidépresseurs et normalement pas besoin de médicaments. Ça c'est une autre étude, alors je n'ai pas eu le temps de mettre les références, hein. Le pranayama du yoga fait mieux que le mindfulness pour contrôler l'anxiété. Il y a une compétition en ce moment. Est-ce qu'il vaut mieux plutôt faire du mindfulness? Est-ce qu'il faut faire de la méditation du yoga? Est-ce qu'il faut faire du pranayama? Et là, c'est une étude récente. Je crois que c'est une étude américaine. Et le pranayama fait mieux que le mindfulness pour contrôler l'anxiété. Et je pense que le génie de la séance de yoga, c'est que vous commencez par des postures. Ensuite, vous allez faire des exercices respiratoires et vous allez aller gentiment vers la méditation. En revanche, si on vous met devant un mur, comme on fait en zen, les yeux ouverts en regardant le mur, en disant « Ok, on se retrouve dans 30 minutes », ça peut être plus ou moins facile à faire. Voilà. Alors que dans le yoga, vous avez une espèce de progression vers la méditation qui est quand même extrêmement confortable. Beaucoup plus astucieuse que d'autres méthodes qui sont très, très abruptes. Donc voilà, c'est ça l'étude. Ah, je vous dis les références, Cell Report 2023. 114 volontaires post-Covid-19, des gens très très anxieux et mal en point du fait de l'épidémie du Covid. Et vraiment, alors ils ont essayé plein de méthodes, hein. Mindfulness, respiration cyclique des soupirs. Donc l'expiration est plus longue que l'inspiration. Respiration carrée. Inspire, poumon plein. Expire, poumon plein, avec la même durée. Hyperventilation cyclique, mindfulness, et vraiment la respiration typique. J'inspire et puis j'expire plus longuement que l'inspire. C'est ça qui marche le mieux. Donc voilà, il y a vraiment des effets calmants du contrôle respiratoire. Et là aussi, on commence, c'est l'université de Stanford, on commence à voir, en 2017, on commence à voir des équipes qui vont chercher des données pour... Alors, tout ce que je vous raconte, c'est pas pour ceux qui connaissent le yoga, c'est pour ceux qui ont besoin de convaincre leur chef d'entreprise, leur patron, ou dans un hôpital, un chef de service, ou la sécurité sociale, ou tous les gens qui ont besoin d'être convaincus que ces exercices-là, ça peut quand même changer le profil de la société et le profil de nombreux
malade, patient. Donc ça, c'est une étude génétique. Je vais passer, c'est un peu compliqué. Pour en revenir au fœtus, voilà, tout comme le tétard avant qu'il ne se transforme en grenouille, le fœtus a un odorat liquide et une respiration liquide. Quand je fais les échographies de grossesse, je montre aux parents les mouvements respiratoires du bébé, le hoquet, mais surtout la façon de respirer. Donc à partir du deuxième trimestre au troisième trimestre, on met le Doppler au niveau du nez et puis on voit le bébé qui fait avec le liquide. C'est-à-dire que tout le système fonctionne et il suffit juste que quand le bébé sort, on change le liquide par de l'air. Vous avez déjà toute la mécanique qui est au point dès le deuxième trimestre de la grossesse. Donc vous voyez le flux de liquide dans le nez qui va jusqu'au poumon et qui ressort. Vous vous souvenez de votre époque aquatique où vous saviez respirer dans l'eau? Vous avez oublié? Donc l'axe poumon-nez-cerveau, on commence à comprendre un peu comment ça marche. Donc en gros c'est ça, la respiration synchronise l'activité cérébrale de certaines régions du cerveau et les oscillations des neurones sont maximales lorsque la respiration se fait par le nez et diminue quand elle devient buccale. Donc ça on s'est mesuré et donc on sait que maintenant les exercices respiratoires il vaut mieux les faire par le nez que par la bouche. Si vous voulez avoir des effets intéressants. Enfin, moi je parle en tant que médecin, pour avoir une efficacité sur ce qu'on a dit, dépression, anxiété, insomnie, etc. Donc dans notre corps, hein, tout est affaire de rythme, et le souffle qui va et qui vient, le cœur qui bat, les ondes qui oscillent au niveau du cerveau, c'est vraiment que des ondes. Hein. Et donc la question c'est comment c'est relié, et c'est ça qu'on commence à comprendre avec un certain nombre d'études récentes. Alors, quand vous respirez par le nez, vous avez des capteurs des parfums qui fonctionnent et ça s'appelle bulbe olfactif, hein, c'est comme ça et donc la respiration et les parfums c'est très très relié. Hein. L'idée de mettre de l'encens et d'avoir une ambiance odorante pour faire les exercices, c'est pas neutre du tout. Hein. Et quand vous détruisez les bulbes olfactifs, vous entraînez une disparition, une désynchronisation entre le cerveau et les poumons, c'est quand même pas rien. Donc vraiment la zone de l'odorat est très importante. Alors, je ne sais pas pour les gens qui ont perdu l'odorat pendant le Covid comment ça se passait, peut-être qu'ils respiraient moins bien quand même, hein. Ou s'ils faisaient les séances de yoga, c'est peut-être un peu moins efficace, je ne sais pas. Alors ça c'est important, on mémorise mieux un objet et on reconnaît plus rapidement un visage effrayant pendant l'inspiration par le nez. Donc vraiment, le fait d'inspirer par le nez, ça vous donne aussi des capacités de cognition assez uniques. Vous reconnaissez plus vite les émotions sur un visage et vous mémorisez mieux des objets si vous avez besoin de mémoriser quelque chose. Donc respirer par le nez, ça a vraiment des conséquences qu'on peut mesurer sur les performances du cerveau. Donc la façon dont nous respirons a un impact profond sur une multitude de régions de notre cerveau et avec des effets sur notre attention, notre mémoire, notre capacité d'introspection. Est-ce qu'on est capable de regarder à l'intérieur de nous? Les capacités d'introspection s'appellent métacognition en neurosciences. Donc si vous voyez le terme métacognition, c'est ça ce que ça veut dire. Donc la respiration synchronisée du cerveau, ça c'est une autre étude. Une autre étude, ça a été fait
chez des patients épileptiques dont on avait besoin de mesurer, de repérer les zones responsables des crises d'épilepsie. Et les neuroscientifiques à l'heure actuelle profitent du fait que le cerveau est ouvert pour mettre des petits capteurs, des petits électrodes dessus, et puis de mesurer des choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Les conclusions de cette étude, c'était ça, la respiration nasale synchronise le cerveau. Et vous avez une action directe là, sur la zone de la mémoire, sur la zone des émotions. Donc l'hippocampe et puis l'amygdale cérébrale. Donc voilà, ça a été mesuré directement à la surface du cerveau. Donc ça on l'a dit déjà. Donc la respiration, c'est pas que pour l'oxygène. C'est ça un peu ce qui est connu depuis très très longtemps en Inde, mais que nous, dans les facultés de médecine, on a un peu tendance à oublier. C'est pas juste faire rentrer de l'oxygène et faire sortir du gaz carbonique. C'est un peu basique, mais là on va beaucoup plus loin que ça. Donc la fréquence respiratoire créée par une activité électrique dans le cerveau, c'est ça, la respiration crée la fréquence respiratoire crée une activité électrique dans le cerveau qui améliore les jugements émotionnels et le fonctionnement de la mémoire. Donc vous faites vos exercices de pranayama, quand vous allez sortir dans la rue ou retourner au boulot, vous aurez des capacités en mémoire qui sont augmentées. Et puis le jugement émotionnel, la façon d'interagir avec les autres, ça va être quand même assez modifié. Donc ça on l'a dit. Ça c'est pour vous parler une seconde du sommeil. C'est une étude assez épatante d'une équipe suisse, un italotiste, en 2017. Pendant le sommeil, le cerveau oscille entre deux modes toutes les 25 secondes grâce à une harmonie des oscillations du cerveau et de celle du cœur. Donc là c'est cœur-cerveau. C'est un peu comme ça. Toutes les 25 secondes, il y a ce phénomène de croisement qui se produit. Moi j'ai appris les cycles du sommeil, c'est 1 heure, 1 heure et demie, et puis ça sommeil lent, sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil léger, et puis on fait des cycles comme ça toute la nuit. Et vous voyez, il y a des cycles beaucoup plus subtils qui commencent à être découverts. Alors vous voyez à quoi ça sert ça? Toutes les 25 secondes, vous avez un sommeil continu ou un sommeil fragile. C'est une diapo intéressante pour les insomniaques. Pourquoi c'est fragile le sommeil? Il y a des espèces qui dorment, il y a un hémisphère qui dort et il y a l'autre hémisphère qui est réveillé. Il y a beaucoup d'espèces animales, c'est comme ça que ça se passe. Pardon? À quoi ça peut servir de toutes les 25 secondes pouvoir se réveiller rapidement? C'est un instinct de vie, je ne peux pas mourir par être attaqué par un animal sauvage, quelque chose comme ça. Exactement, c'est un vieux processus préhistorique qui permet de d'étaler si vous êtes en train de dormir et que vous êtes attaqué par la tribu d'en face ou un prédateur. C'est étonnant. Hein. Donc, vous voyez, après, dire que le sommeil c'est un truc solide, non, c'est pas très solide. Hein. Vous pouvez faire des réveils à n'importe quel moment. Il y a plein de gens qui se réveillent la nuit plusieurs fois par nuit. Donc si on se dit que c'est quand même un peu physiologique, c'est quand même, ça permet de décomplexer les insomniaques. Donc j'aime bien cette étude. Alors le cœur et la respiration sont reliés. C'est un grand challenge du yoga. Vous avez tous constaté quand vous respirez plus lentement, vous allez avoir une diminution de la fréquence cardiaque et une diminution de la pression artérielle. Ce qui est quand même une des indications, à mon avis, majeures d'hypertension artérielle. Les gens hypertendus, ils devraient tous faire du yoga. Ça va être obligatoire. Et puis après, on rajoute les médicaments en fonction de la gravité de l'hypertension. Parce qu'il ne s'agit pas de traiter des hypertensions artérielles graves avec juste du yoga. Il faut les deux dans les formes graves d'hypertension artérielle.
Alors un petit mot sur la cohérence cardiaque. Vous ferez un exercice de cohérence cardiaque qui est du pranayama pur, hein, il n'y a aucune différence, mais la cohérence cardiaque c'est facile à reproduire en laboratoire. Donc, alors moi j'ai eu la chance de travailler avec Caroline Sebouche. Elle était à la Pitié dans un laboratoire de recherche auparavant, maintenant elle est à l'hôpital de Bicêtre. Et c'est vraiment une grande experte de ce phénomène de cohérence cardiaque. Il faudrait dire que cohérence cardio-pulmonaire, en fait, c'est ça le terme exact. Vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque ou pas? Ouais. Oui. Vous avez compris comment ça marche? Non, expliquez. Ah, moi j'ai mis longtemps avant de comprendre comment ça marche. C'est pas du tout. Expliquez-nous. C'est un poisson 65. Alors voilà, je vous donne les clés. Je vous donne les clés parce que c'est exactement ce que vous faites en pranayama. Il n'y a aucune différence. Le cerveau déclenche deux ondes parasympathiques liées à la respiration, visant respectivement à 1. Réguler le gonflement des poumons à l'inspiration. Donc j'inspire. Et là, il y a un réflexe qui me dit c'est bon, tu as assez inspiré. Si tu inspires plus, tu risques d'abîmer les alvéoles. Donc réflexe de Hering-Breuer et ça déclenche l'expiration. Deuxièmement, stabiliser la pression artérielle et le rythme cardiaque. Vous avez deux ondes qui vont partir comme ça, à partir du cerveau. Donc à fréquence respiratoire classique, les deux ondes sont dites directes et indirectes, elles sont décalées et elles se neutralisent partiellement. Vous voyez, c'est dommage, c'est deux ondes intéressantes, mais elles sont un peu comme ça. Voilà. Elles sont pas coordonnées. Et quand vous rentrez dans une respiration lente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expiration, vous avez ce phénomène curieux qui va apparaître. Les deux ondes vont osciller en même temps. Voilà, c'est ça la cohérence cardiaque. Ouais, c'est ce que vous ressentez, je sais pas, le bien-être, l'apaisement quand vous faites les exercices respiratoires. Donc l'activité parasympathique globale augmente, d'où l'effet apaisant. Au lieu d'avoir les deux trucs qui se choquent comme ça et qui s'annulent mutuellement, vous allez avoir les deux ondes qui font comme ça. Okay, et donc avec un effet parasympathique énorme. Le système sympathique, c'est le stress, c'est la survie, c'est je dois agir en urgence. Donc c'est très utile quand vous êtes en situation d'urgence, hein, c'est très très important, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Les systèmes parasympathiques, c'est ce qui permet de revenir à la normale. Baisser la fréquence cardiaque, baisser la pression artérielle. C'est clair? Parce que moi j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. Donc vous avez des machines, Caroline elle vient à la fac de médecine, elle amène sa machine et puis elle teste les étudiants en médecine pour leur montrer les deux ondes qui font comme ça et puis ensuite... donc l'idée c'est ça, mettre en phase le rythme du cœur et celui de la respiration, c'est exactement le principe du yoga et du pranayama. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les stratégies de respiration profonde sont recommandées par les médecins et recommandées par l'Académie de médecine. Oui, mais c'est nouveau, c'est pas c'est un phénomène assez récent. Donc quand vous avez une amplitude élevée de cette capacité de cohérence cardiaque, vous avez normalement un bon fonctionnement physiologique et psychologique. Et les personnes qui ont une amplitude faible, qui font moins bien la cohérence cardiaque, ils ont plus d'hypertension, insuffisance cardiaque, diabète, obésité, anxiété, dépression, schizophrénie, autisme. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de situations où vous avez où des gens, les patients sont loin de la cohérence cardiaque. Alors, et plus vous rapprochez naturellement de la cohérence cardiaque, et plus vous avez quand même des chances de rester en bonne santé. C'est beaucoup d'études, hein. Je crois qu'il y a 1000 études de cohérence, études de la cohérence cardiaque pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon pour la santé. Plus ou moins fiable, hein. Il y a des études qui ne sont pas très fiables, mais il y a quand même un millier d'études qui se sont concentrées là-dessus. Ce que je vous montre là, les deux ondes parasympathiques qui se superposent. Voilà. 2000 essais cliniques. Bon, ils sont de mauvaise qualité, mais quand même, on commence à avoir un peu des choses intéressantes sur le stress, l'anxiété.
Alors la méthode la plus répandue en chorèse cardiaque, ils appellent ça 3-6-5. Il faut le faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Les 2 temps respiratoires étant égaux à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.